de glycérol estérifié par un acide gras à 16 carbone qui porte une double liaison en 9 en conformation 6. Donc voilà qui est dessiné avec la partie acyle en rouge, la liaison ester en rouge et noir. Comment on sait que la molécule elle se courbe comme ça? Non, ça vous pouviez moins la courber, il faut juste la courber un petit peu. Vous pouviez alors, comment on sait? Parce qu'en fait, on n'en a pas trop parlé parce que ça, c'est vraiment de la chimie, mais autour de chaque liaison carbone-carbone, vous pouvez faire tourner la molécule. Donc si vous avez ici repris dans ce sens, c'est bon aussi. Donc il n'y avait pas d'obligation à la recourber autant que ça. Il faut juste là qu'on soit bien dans le sous en conformation 6, donc du même côté de la double liaison. Donc si vous avez fait revenir par là, il n'y a pas de souci, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Donc après, il fallait numéroter le nombre de carbone. Est-ce que vous avez trouvé ce nombre de carbone, d'oxygène et d'hydrogène? Donc 19 carbone, 4 oxygène et 36 hydrogène. Oui, j'ai qu'une personne qui a trouvé. C'est bon, un peu plus. Donc du coup, là, vous avez ajouté tout ça et vous avez trouvé que ce monoacylglycérol, il avait une masse molaire de 328 grammes par mol. Est-ce que ça pose problème à certaines personnes? Non? Alors, on continue. Maintenant, on veut connaître l'indice de saponification. L'indice d'iode, vous aurez à faire en travail à la maison en prenant l'exemple de l'indice d'iode. Donc l'indice de saponification, c'est la quantité de KOH qu'on exprimera en milligrammes nécessaire pour saponifier 1 g de graisse. Donc la masse molaire de ma graisse est de 328 grammes par mol. La masse molaire de KOH est de 56 grammes par mol. Il faut que je connaisse ma réaction. C'est un monoacylglycérol, donc pour la saponification, j'ai besoin de 1 mol de KOH. Vous voyez ici, on a remplacé KOH par NaOH par KOH. C'est la même chose. Donc, 1 mol de ma graisse sera saponifiée par 1 mol de KOH. Ça me donnera 1 mol de glycérol et 1 mol de savon. Est-ce que c'est OK, la stoichiométrie de la réaction ici? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce 1, 1, 1, 1? J'en ai pas beaucoup là qui répondent. C'est bon. Donc, mon indice de saponification correspond à 1 g de graisse. Donc, je veux savoir combien j'ai de mol dans 1 g de graisse. Parce que je sais que j'aurai besoin du même nombre de mol de KOH. Donc, je connais ma formule. Je sais que la masse de la matière, c'est le nombre de mol fois la masse molaire. Donc, le nombre de mol, je le déduis en divisant petit m par grand M. Donc, petit m, c'est 1 g, c'est l'énoncé. C'est la définition de l'indice. 328, c'est ma masse molaire. J'obtiens donc 0,003 mol. Donc, quelle est la masse de ces 0,03 mol? Donc ici, si j'ai 0,03 mol, ici j'aurai 0,03, 0,03, 0,03. Donc pour 0,03 mol, quelle est la masse de KOH? Je multiplie par la masse molaire et j'obtiens 0,168 g que je transforme en milligrammes et j'ai donc 168 mg
de KOH qui ont réagi. Donc l'indice de saponification de mon monoacylglycérol est de 168 mg par gramme. Milligrammes de KOH par gramme de graisse. Allez, je vous laisse réfléchir, me poser des questions si vous en avez sur cette série de calculs. Et quand c'est OK, bah vous me dites c'est bon. Et on passe à la suite. Bon, moi j'en ai quelques-uns qui m'ont dit que c'était OK. Vous pouvez prendre votre calculatrice et faire les calculs aussi à côté. Donc faites bien attention aux conversions d'unités. Là, j'ai tout gardé en grammes par mol et c'est qu'à la fin que j'ai changé, que j'ai exprimé en milligrammes. Faites bien attention à la conversion des unités. Donc là, ici, on retiendra la définition de l'indice de saponification. Notez-le bien, il faut l'apprendre, cette définition. Donc maintenant, dans l'expérience, on est parti de 4 grammes de graisse, d'un volume de KOH, sachant que la solution de KOH utilisée est à 0,5 molaire. Donc là, je vais appliquer une autre règle, c'est le nombre de moles, c'est la concentration multipliée par le volume. Je sais que pour 1 gramme, j'avais 0,03 mol de KOH pour saponifier. Donc pour 4 grammes, ben, je vais avoir 4 fois plus, donc je multiplie, et j'aurai besoin de 0,012 mol de KOH. Donc ça correspondra à quel volume? Eh bien, j'aurai juste à diviser mon nombre de moles par ma concentration, et je vais obtenir 0,024, c'est-à-dire 24 millilitres. Donc j'ai besoin de 24 millilitres pour saponifier 4 grammes de mon monoacylglycérol. Donc 24 millilitres à 0,5 mol par litre pour saponifier 4 grammes de mon monoacylglycérol. Donc là, en biochimie, cette année, il faut bien jongler avec les calculs de concentration, de mol, de volume, de masse molaire. Donc là, c'est un exemple type, mais ça, il faut vraiment bien le maîtriser pour cette UE, pour valider cette UE. Donc vous me dites si c'est OK, sinon si vous avez des questions, vous les écrivez s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous aviez trouvé, est-ce que certains avaient trouvé ces calculs d'indice de saponification et de volume? Dites-moi si, j'aimerais bien avoir la réponse de plus de monde. Pas le volume, donc non, c'est difficile, hein. Donc ça, typiquement, en général, quand on est en salle, je me rends plus compte, mais il n'y en a pas beaucoup qui trouvent. Donc avec de l'aide, en réfléchissant collectivement, ça va mieux. Donc il y en a quelques-uns pour qui ça pose pas de problème. Alors qu'est-ce que je vais saponifier? Alors il y a quelqu'un qui me demande qu'est-ce que je vais 24 ml de KOH pour saponifier quoi? Qu'est-ce qu'on saponifie dans cet exercice? Qu'est-ce qu'on saponifie dans cet exercice? Répondez tout seul. Qu'est-ce qu'on a saponifié ici? Je vous pose la question. Voilà, tout à fait, le monoacylglycérol. D'accord? Le monoacylglycérol, tout à fait. Bon, bah on a bien avancé, donc on peut continuer.
Donc on va là, l'indice d'iode, pardon. Vous aviez aussi l'indice d'iode à trouver, mais ça vous allez transposer, vous allez le faire tout seul. Et si vous avez des questions, vous le mettrez dans le forum. Pour KOH, on avait 56 grammes par mol. Pour l'indice d'iode, on a 250 grammes par mol. Je vous donne juste un indice, c'est la définition. L'indice d'iode, c'est la quantité d'iode en grammes nécessaire pour saponifier, pardon, pour réagir avec 100 grammes de graisse. Donc c'est la masse d'iode en grammes. Alors l'iode, faites attention. L'atome, c'est I, la molécule, c'est I2. Donc une molécule d'I2 va réagir sur une double liaison. Donc par exemple ici, si je rajoute l'iode, donc l'iode, c'est I2, ça va réagir ici, et je vais avoir au final de l'iode à la place des hydrogènes, et j'aurai plus d'insaturation. C'est une réaction d'addition. D'accord? Donc là, vous avez la suite de la molécule, hein. Donc H et H, parce que là c'est CH, CH, et vous avez plus de double liaison, mais vous avez de l'iode. Donc une mole d'iode réagit sur une mole de double liaison. Donc là, j'aurai une mole d'iode qui réagira sur mon monoacylglycérol. Donc la définition de l'indice d'iode, donc II, hein, indice d'iode, c'est la quantité d'iode en grammes, donc d'iode moléculaire, pour 100 grammes de graisse. Donc là, ça vous refera travailler et vous utilisez le forum pour vous aider entre vous. Et puis moi, je regarde ce que vous dites et je vérifie. Alors, autre méthode d'analyse qu'on n'a absolument pas le temps de voir en détail. Donc, on va avoir des dosages colorimétriques des lipides, des dosages par chromatographie sur couche mince. Vous verrez un exemple de couche mince pour les acides aminés, mais c'est pareil pour les lipides. Vous avez des électrophorèses pour les lipoprotéines. Et puis vous avez la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse pour, des analyses plus fines. Donc c'est celle qu'on va avoir aujourd'hui. On va faire un exemple. Donc là, vous avez les principes de dosage colorimétrique comme dans les trousses médicales pour faire les dosages des triglycérides, par exemple, ou du cholestérol. Donc vous allez avoir en fait nécessité de couper par une enzyme la liaison ester. Ensuite, vous régénérez le glycérol et ensuite vous faites un dosage euh, qui va, qui va vous qui va être proportionnel en couleur à la quantité d'acide gras que vous avez. Bon, je rentre pas dans le détail, c'est pareil pour les, pour les stérides, pour le dosage du cholestérol estérifié. Vous avez aussi pour les lipoprotéines et pour le bon et mauvais cholestérol, les dosages par centrifugation, après centrifugation sur gradient de densité. Donc là, vous allez avoir, mais ça on va en parler plus en cours, donc j'y reviendrai en cours, avec les densités très très faibles qui seront en haut du gradient, les plus légères,
et celles qui auront sédimenté plus bas au fond du tube seront les lipoprotéines les plus lourdes. Donc plus vous aurez de masse graisseuse dans votre lipoprotéine, plus elle sera légère. Donc plus le cholestérol sera estérifié et plus vos lipoprotéines seront légères. Mais on y reviendra. Donc la chromatographie en phase gazeuse, ça je voudrais vous en parler puisque c'est une méthode que nous on utilise en recherche en laboratoire pour étudier les parfums, les terpènes en particulier, les molécules volatiles, mais on peut analyser les acides gras si on les a rendus volatiles. Pour rendre volatiles les acides gras, on les méthyle, donc le COOH, on le méthyle, donc on rajoute un ester de méthyle, on fait une méthylation et ils deviennent gazeux et ils peuvent passer donc dans un gaz vecteur à travers une colonne. Donc là, vous avez un système d'injection où vous allez injecter vos mélanges, par exemple votre huile que vous voulez analyser. Donc vous avez certainement remarqué que toutes les huiles n'avaient pas les mêmes compositions. Donc comment faire pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans telle ou telle huile? Eh bien, il faut faire ce type d'analyse. Donc vous avez votre mélange d'acides gras qui correspond à votre huile. Vous allez l'injecter dans une chambre d'injection à haute température. Vous allez volatiliser votre mélange. Ce mélange va être entraîné dans une colonne. Donc c'est une colonne qui va faire 25 mètres de long par exemple, ou peut-être même plus. Et dans cette colonne, eh bien, les molécules vont interagir avec le support de la colonne, ce qu'on appelle la phase stable, la phase solide, et le gaz vecteur va les entraîner. Donc ça, vous allez avoir votre colonne qui va être dans un four. Dans ce four, vous allez faire varier la température entre le début de l'analyse et la fin de l'analyse. Par exemple, pendant 1 heure, vous faites monter la température de 2 ou 3 degrés par minute. Et donc, les molécules les plus légères vont sortir très rapidement de la colonne. Elles vont aller vite parce qu'elles sont légères et qu'elles sont volatiles à plus basse température. Et les molécules qui seront plus lourdes, il va falloir plus de température, plus de chauffage pour qu'elles se volatilisent et qu'elles migrent dans la colonne. Et quand elles sortent de la colonne, on les analyse par un détecteur. Alors, il y a plusieurs sortes de détecteurs. Le plus poussé, c'est un détecteur de spectrométrie de masse. Et là, on rentre dans le détail. Si vous faites le parcours BCP avec nous l'année prochaine, et bien on fait un TP au 2e semestre sur les parfums des plantes et on étudie et on fait des analyses pratiques avec cette méthode. Donc là, je vous ai remarqué, donc vous avez une séparation chromatographique sur une colonne capillaire avec un gaz vecteur. Et lorsque les molécules sortent de la colonne, on les identifie par le temps de cette sortie de colonne qu'on appelle le temps de rétention. Et donc pour identifier les molécules qui sortent, on va avoir un spectromètre de masse qui va ioniser et fragmenter les molécules et donner pour chaque molécule le spectre de masse qui correspond à une sorte de puzzle où chaque pièce du puzzle est un fragment avec une masse et une charge. Et donc on va reconnaître chaque molécule par son spectre de masse. Alors voilà un exercice. Donc moi je l'ai déjà annoté, je ne sais pas quelle heure il est. Je pense qu'on va le corriger ensemble, vous allez le regarder ensemble. Donc vous avez, si vous enlevez toutes les annotations à la main, si vous ne regardez pas les annotations, si vous regardez votre document à vous, si vous avez sous les yeux votre document à vous. Non, c'est pas celui-là. Donc vous avez donc un chromatogramme qui est donc cette figure qui correspond à ces pics.
Sur chaque pic, vous avez le temps de rétention qui a été replacé ici dans le tableau. Et pour chaque pic, on vous donne une aire en pourcentage. Donc ça, c'est la machine, le détecteur, qui calcule la surface de chaque pic. Il calcule la surface de chaque pic et il l'exprime en pourcentage total. L'ensemble de ces 5 pics fait 100% et il vous donne le pourcentage de chaque pic qui correspond à l'aire de chaque pic. Donc, à côté de ça, on va avoir calibré la méthode. Donc là, c'est quand on n'a pas de spectre de masse à la sortie, qu'on a un analyseur qui analyse simplement les aires et qui n'identifie pas les molécules. Dans ce cas-là, il faut, ça c'est un peu les anciennes méthodes, il faut avoir une base de données avec une référence qu'on connaît bien, et on a des tableaux de correspondance où on fait le rapport du temps de rétention sur le temps de rétention de la référence, et on peut aussi comparer les données d'une autre expérience. Donc là, vous avez la liste des temps de rétention divisé par le temps de rétention du standard. Donc vous voyez ici le standard, ben, lui c'est égal à 1. Et puis vous avez votre mélange inconnu. Donc là, vous devez trouver le nom de chaque pic, de cette huile, de cette graisse. Alors, je reviens vers vous avec le fil de chat. Quel est le pic qui correspond à la référence ici? Donc à notre C18 sans insaturation. Quel est le pic? Quel est son temps de rétention sur ce chromatogramme? Quel est le pic? Quel est le pic? C'est vrai, c'est le pic, c'est le deuxième pic, 17,16. Puisque ça nous est donné ici. Donc, quand on se réfère à 17,16, on voit que on va lui mettre le ratio 1. Comment on va faire pour calculer le ratio des autres? Donc là, vous avez 8,98. Comment vous allez obtenir le TR sur TRC18? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire comme calcul pour identifier? Tout à fait. Vous allez prendre 8,98 que vous allez diviser par 17,16. On va faire ça. Et donc, on va trouver 0,523. Merci. Donc 0,523, je vais venir sur mon tableau et je vais dire que ça se rapproche duquel? Ça se rapproche du C16 avec une insaturation, avec 0 insaturation. Donc du coup, là, je peux mettre que c'est le C16 0. Et donc vous faites ça pour les autres. Donc vous allez faire ça pour les autres et vous allez retrouver ici les temps TR sur TR de référence et vous allez les identifier. Donc à 0,520, on a dit que c'était le C16. Là, le C18. À 19, 1, 11, c'est le C18 à une insaturation en 9. À 1,33, le C18 a deux insaturations en 9 et en 12. Vous voyez ici, on n'a pas d'informations sur la conformation. C'est un petit peu plus compliqué, les conformations. À 1,71, vous aurez le C18 à 3 insaturations. Et donc là, vous allez maintenant me chercher
le pourcentage, on a identifié. Maintenant, on veut le pourcentage réel, parce que là, mon chromatogramme, il me donne en plus la référence. La référence, je l'ai ajoutée à mon huile pour pouvoir utiliser ce tableau. Mais naturellement, elle ne fait pas partie de mon huile. Donc, je vais enlever la référence, je vais enlever ce pic de référence. Donc, si j'enlève ce pic de référence, je suis à 84%. Donc, il faut que je fasse un petit calcul pour revenir à 100%. Comment on fait? Comment on va retrouver l'air pour être à 100% et ne pas tenir compte de la référence? Je vous reprends mon fil de chat et je regarde ce que vous me mettez. Quel calcul vous allez faire pour calculer le vrai pourcentage de chaque acide gras dans l'huile initiale, sans la référence? Alors, est-ce que mon pourcentage va être plus grand ou plus petit du coup? Est-ce que je vais avoir une valeur plus petite ou plus grande? Parce que là, c'est fausse, que j'ai une réponse mais qui est fausse. Là, je suis pour 84% puisque j'enlève ma référence. J'enlève ma référence. Donc, si je passe à 100%, tout doit être plus grand. Donc, je vais faire une règle de 3, merci. On va multiplier par 100 et diviser par 84. Alors, j'ai arrondi, hein. Et donc, vous allez obtenir ces valeurs. Et si vous additionnez toutes ces valeurs, vous arrivez presque à un peu plus de 99%, donc vous êtes presque à 100%. Allez, je vais reprendre tout l'exercice, mais je vous laisse quand même le temps de reprendre et de lire, de voir si vous avez des questions. Donc, dans 2 minutes, je reprends l'explication de tout l'exercice. Donc, j'ai pas de questions dans le fil de chat. Donc là, on vous donnait un chromatogramme d'une huile, d'un mélange d'acides gras, et on vous demandait de l'analyser. On vous donnait aussi les temps de rétention et les aires de chaque pic. On vous donnait aussi un tableau de référence où on avait divisé le temps de rétention par le temps de rétention de la référence. Donc cette référence, elle avait été ajoutée au mélange initial, inconnu. Donc est-ce que vous pouvez me redire à quoi correspond le temps de rétention? À quoi correspond le temps de rétention? Est-ce que vous pouvez me le dire? Personne peut me dire? Donc le temps de rétention, c'est le temps entre l'injection des molécules et le temps de sortie des molécules. Comme elles ont des formes, des charges, des groupes différents, les molécules, elles ne vont pas sortir de la même façon. Elles ne sont pas volatilisées de la même façon et elles ne vont pas interagir dans cette colonne de la même façon. Dans cette colonne, vous avez une matrice. Donc il y en a qui vont réagir un petit peu avec cette matrice par des liaisons de nature en général hydrophobe. Donc les molécules les plus légères, elles vont sortir très rapidement. Les molécules les plus lourdes vont sortir après. Donc nous ici, vous voyez que les molécules, elles sortent entre 8,98 et 29,32 minutes. Donc elles n'ont pas toutes la même forme. Qu'est-ce qu'on voit? Que on a notre référence à 17,16. 17,16, la référence, elle est ici. Donc ça va être le temps qui va nous permettre qui va être divisé à tous nos autres temps. Donc j'ai divisé 8,98 par 17,16, 17,16 par 17,16, 19 par 17,16,
22,90 par 17,16 et 29,32 divisé par 17,16. Et j'ai mis les valeurs en bleu sur les pics. Maintenant, ça me permet de les identifier. Donc le 0,520 ici, c'est le C16 à 0,1 saturation. Zéro saturation. Ici, pardon, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Ça, c'est, j'efface. Zéro. La référence, le C18, 0. À 1,11, C18, 1. En 9. À 1,33, C18, 2. Et à 1,71, C18, 3. Donc on voit que plus il y a d'insaturation, plus ça va mettre de temps pour sortir. Et que les molécules de plus petite taille, le C16, va sortir avant le C18 quand c'est une chaîne saturée. Donc après, avec l'air, je peux avoir une indication sur la quantité relative, c'est un pourcentage, donc c'est une quantité relative de chaque molécule, de chaque acide gras dans le mélange. Par contre, il faut que j'enlève ma référence que j'ai rajoutée. Donc là, mon air total est à 100%, donc je supprime, je soustrais l'air de la référence, et après je fais une règle de 3, je multiplie chaque valeur ici par 100 et je divise par 84. Est-ce que c'est compris, cet exercice pour analyser un chromatogramme? Est-ce que vous serez capable de réexpliquer comment on analyse un chromatogramme quand on n'a pas de système d'identification et qu'on fait une identification grâce à un tableau de base de données? Ça sera bon, donc on met toujours une référence, d'accord, qui va nous servir à standardiser notre molécule, enfin notre étude d'un jour à l'autre. Sur l'air, donc l'air, je veux calculer l'air réel du mélange sans la référence. Donc je multiplie par 100 et je divise par 84. Non, l'erreur en général qu'on fait, c'est qu'on multiplie par 84 et qu'on divise par 100. Et là, on est en sens inverse. Voilà, et donc du coup, on a dû finir. Voilà, on a fini sur les lipides, sur le thé des lipides. Est-ce que vous avez des questions sur le thé des lipides? Est-ce qu'il faut répéter quelque chose? La fluidité membranaire, Roger, oui, c'est un peu compliqué. C'est pas très compliqué quand on reprend du recul. C'est un peu compliqué sur le coup, ça je veux bien vous comprendre, mais quand on prend du recul, qu'on révise, ça permet quand même de comprendre. Le but, c'est que les TD vous permettent de comprendre ce qu'il faut apprendre et d'alléger pour pas tout apprendre en masse, mais de comprendre et d'apprendre ce que vous avez compris. Donc si c'est compliqué, il faut me poser des questions pour que je réexplique différemment peut-être, ou utiliser le forum pour, entre vous, vous donner des explications. C'est pas mal aussi. Donc la fluidité membranaire. Alors je voudrais juste revenir sur la fluidité membranaire par rapport à ça. À ça, là, c'était ça que vous vouliez dire par rapport à cet exemple? Oui. Donc quand vous avez des acides gras bien rangés, plus ils sont longs, plus ils vont avoir des interactions hydrophobes. C'est pas des liaisons hydrogènes, c'est pas des liaisons ioniques, c'est des interactions hydrophobes. Mais c'est
de la liaison faible quand même. Donc ça vous fige le système. Ça vous fige le système, toutes ces interactions. Donc, plus votre molécule elle va être longue, plus elle va être saturée, et bien plus vous allez avoir d'interactions hydrophobes. Donc, plus il faudra amener de la chaleur pour dénaturer cet édifice. Si vous mettez une courbure là-dedans, bien là, vous voyez, il n'y a plus d'interaction hydrophobe, parce que ces interactions hydrophobes, pour qu'elles se fassent, il faut que les molécules elles soient serrées. Les interactions hydrophobes, elles se font pas si les molécules ne sont pas serrées. Je ne sais pas si vous avez vu ça en chimie, les interactions hydrophobes en première année. Donc du coup, quand vous mettez une courbure, comme c'est le cas dans la molécule ici, que c'est une des queues dans nos membranes biologiques de nos phospholipides, vous pouvez avoir un acide gras saturé et puis l'autre qui est insaturé, eh bien il ne va pas y avoir autant d'interactions hydrophobes que si les deux étaient saturés. Donc ça amène de la souplesse finalement dans le système moléculaire. Donc dans votre double couche phospholipidique, ça amène de la souplesse des courbures. Ça amène un petit peu d'espace entre les molécules. C'est moins figé. D'accord? C'est exactement quand vous êtes dans de l'eau, quand l'eau elle est gelée. Quand l'eau elle est gelée, elle a un certain nombre d'interactions. Vous la passez à l'état liquide, elle va prendre plus de volume, il y a moins d'interactions. Vous la passez en vapeur, il y a encore moins d'interactions. C'est un gaz. Donc pour ranger la matière, pour la rendre compacte, bah, c'est le passage à l'état solide. Eh bien, ce passage à l'état solide, ça explique par des liaisons. De nombreuses liaisons de faible énergie, mais des liaisons quand même. Voilà, donc j'ai répondu à cette question et je voudrais juste vous dire que si ça vous intéresse, vous avez un Pour la science spécial Covid en version numérique qui peut être téléchargé. Donc si ça vous intéresse, euh, je mettrai ce lien sur un forum en annonce. Ça peut être intéressant de suivre ce que vous avez, vous, étudié alors, je vous rassure, hein, il n'y a pas tellement une approche biomolécule, c'est plus biologie cellulaire et médicale, mais c'est toujours intéressant. Voilà, tout ce on a fait le tour de la question. J'espère que ça a été pour vous.